Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Eh bien, ça tombe à point nommé, puisque justement, à l'extérieur de nos fenêtres, tout le monde applaudit les soignants. Eh bien, écoutez, je vais me permettre d'associer le professeur Montagnier, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là ce soir. Et c'était une soirée très, très, très attendue par beaucoup de monde. Et vraiment, professeur Montagnier, mille merci de vous être rendu disponible. Mille merci de venir exposer vos thèses, vos recherches, tout votre savoir. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ce soir. Est-ce que vous allez bien juste maintenant? Merci de m'avoir invité. Alors, en préambule, juste quelques éléments techniques qui ne vous concernent pas, professeur, parce que vous êtes bien installé. Pour toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Webinar Jam. C'est un outil qui fonctionne sur Google Chrome. Donc, veillez à être sur Google Chrome pour pouvoir bénéficier de la meilleure technique et surtout d'être en connexion filaire plutôt qu'en connexion Wi-Fi pour bénéficier aussi de la meilleure bande passante. Si par malchance, vous voyez que le système vous plante, vous n'avez pas de son ou pas d'image, n'hésitez pas à vous reconnecter sur le lien qui vous a été envoyé par mail. Et je rappelle en préambule que vous aurez la possibilité de voir ce webinaire, cette session, en replay qui vous sera envoyé par un lien demain ou après-demain par la technique. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Et je constate que, professeur, vous êtes attendu de partout, de Guadeloupe, du Canada, de Corse, d'Israël, du Var, du Finistère, de partout dans le monde. C'est vraiment un plaisir et je sais que c'est très important. Alors, il y aura effectivement beaucoup de questions ce soir. On essaiera d'y répondre au mieux. Enfin, je ne me permettrai pas d'y répondre, certainement pas. En tout cas, de vous les poser au mieux. Vous avez plusieurs thèses à nous exposer. On va vous laisser la libre parole. Vous avez plus d'une heure et demie à votre convenance pour pouvoir tout expliquer bien avec la pédagogie qui vous caractérise. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous reconnecter. Et voilà, je patientais quelques instants pour pouvoir permettre au maximum de gens de se connecter. C'est le temps nécessaire pour que la connexion se fasse au plus grand nombre. Voilà, vous êtes déjà presque 1500 personnes. C'est vraiment fabuleux. Professeur, merci encore une fois d'être là, au nom de Biosanté et de toute son équipe. On est ravis et on va vous écouter. Et d'abord, est-ce que vous me permettez de vous demander quel est votre parcours? Quel est votre fabuleux? Parce que ça fait, je ne dis pas quelques décennies, plusieurs décennies que vous professez, que vous enseignez, que vous communiquez. Comment vous est venue cette passion et quel est votre parcours? Eh bien, je me suis intéressé au mécanisme de la vie depuis mon plus jeune âge et j'ai trouvé que les virus étaient des éléments assez simples hein, par rapport à nous-mêmes. Et donc, j'ai étudié les virus. D'abord, les virus de la fièvre afteuse. Ensuite, un virus de souris qui donnait une encéphalite. Et je suis passé, alors c'est quand même, j'ai fait quelques observations intéressantes à ce moment-là, bien sûr, sur ces virus. Mais disons, on prenait pas de précautions parce que c'est pas des virus qui infectent l'homme. Mais pour la fièvre afteuse, il faut quand même prendre des précautions parce que c'est un virus très contagieux et on peut le transmettre aux animaux par notre présence. Alors donc, il faut mettre des bottes, etc., etc. Donc, j'ai commencé un peu à prendre des précautions, disons, pour manipuler les virus. Ensuite, je suis venu au virus qui donne des cancers. Alors là, il y a beaucoup de modèles chez la souris, le hamster, et très peu chez l'homme, mais il y a quand même quelques découvertes chez l'homme qui sont devenues très importantes, faites par des collègues un peu de partout, mais aussi surtout des États-Unis. Et nous avons à ce moment-là mis au point des techniques de ce qu'on appelle de biologie moléculaire, n'est-ce pas? Là, on commence par faire extraire l'acide nucléique qui est le porteur de l'information génétique. Et donc, il y a beaucoup de virus qui ont de l'ARN, RNA en anglais, et d'autres qui ont de l'ADN et DNA en anglais. Alors, ces virus à ARN sont très mutants, ils sont très variables, et donc, ils sont très difficiles à suivre. Alors, je prends l'exemple de la grippe, n'est-ce pas? C'est un virus respiratoire aussi assez dangereux. Eh bien, la grippe varie tous les ans.
C'est-à-dire que tous les ans, il y a un nouveau virus mutant et si on fait un vaccin, il faut que le vaccin soit adapté à chaque souche nouvelle tous les ans. Et au niveau cancer, il y a des virus qui effectivement donnent des cancers chez les animaux. Et je pense il y en a également chez l'homme, mais ils sont plus difficiles à trouver. Mais c'est quand même une recherche très importante. Donc, on se bat tout le temps avec les virus. Les virus nous entourent. Et si nous sommes là, c'est que nous avons appris à survivre. C'est-à-dire que probablement, nous sommes les héritiers d'une longue sélection. C'est-à-dire que nos ancêtres qui se défendaient mal, eh bien, ils disparaissaient. Donc, ceux qui ont survécu, par définition, ont trouvé des systèmes de défense. Et notamment, il y a un groupe de protéines qu'on appelle les interférons. Eh bien, les interférons protègent contre tous les virus. Ça, c'est vraiment une invention fantastique de la vie. Mais les virus ont trouvé la parade aussi. C'est ça le problème, si vous voulez. Il y a une lutte perpétuelle entre nous et nos parasites, notamment les virus, les bactéries. Et cette lutte, parfois, ils la gagnent. Donc, il faut vraiment faire attention. Nous sommes dans une espèce qui a très bien survécu, s'est développée maintenant, mais nous sommes à la merci d'épidémies, qu'on en voit une encore maintenant. Il peut y en avoir des encore plus graves. Donc, c'est une bataille qui ne finira jamais. Alors, donc, c'est par ce biais que vous êtes arrivé à vos recherches sur le sida. Quelle est cette aventure? Comment s'est passée cette aventure? Vous parlez aujourd'hui du coronavirus? Non, du sida. Du sida. Ben, le sida, justement, c'est en fait, on recherchait des virus dits oncogènes, c'est-à-dire qui donnent des cancers. Et on est arrivé dans une maladie nouvelle qu'on appelait le cancer des gays, des homosexuels, au départ. Et on s'est aperçu assez vite que le virus infectait aussi d'autres personnes, notamment par les transfusions sanguines. Et j'étais un des premiers à alerter, si on peut dire, les pouvoirs publics en France pour que on fasse des tests pour mesurer l'infection par ce virus, pour éviter ce qu'il soit transmis par les transfusions de sang et surtout également les produits anti-hémophiles, puisque les produits anticoagulants utilisés par les hémophiles viennent du sang. Voilà le début. Et puis ensuite, bien, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs extraordinaires. Et nous avons fait un groupe de recherche à l'Institut Pasteur d'une dizaine de personnes qui permettait de faire des tests pour la mesure du virus, de l'infection, mais également essayer surtout de caractériser ce virus. Et ça, c'était à l'époque un nouveau virus, mais un rétrovirus, c'est-à-dire un virus qui est capable de convertir son ARN dans la particule en ADN par une enzyme spécifique qui a été découverte dans les années 1970. Et donc, pour chercher ce virus, on utilise effectivement cette enzyme qu'on appelle la reverse transcriptase. Et ma collaboratrice, Madame Baressine aussi, a fait l'expérience de détection de cette enzyme dans les cultures de lymphocytes que j'ai reçues d'un collègue médecin. Et le problème a été de savoir d'abord si c'était un virus déjà connu. Bien sûr, on commence par faire un tableau, de voir si ses propriétés sont celles d'un virus connu. Et heureusement, disons, on n'a pas trouvé beaucoup d'analogie avec le virus, un virus de leucémie qui existait, qui avait été découvert quelques années auparavant. Et nous avons donc eu la surprise de voir que ce virus était en fait un antivirus, c'est-à-dire un virus qui n'était pas cancérogène,
mais qui était le parent de virus d'animaux, notamment une anémie chez le cheval et une maladie complexe chez le mouton qu'on appelait Visna et qui sévissait notamment en Islande. Et les images de microscope électronique que nous avons faites correspondaient exactement aux images de ce virus du mouton. Mais à part ça, il était de la même famille, mais il n'était pas infectieux pour l'homme. Donc il restait simplement le virus qu'on a appelé le virus du sida, de l'immunodéficience acquise, HIV et VIH en français. Et il y a eu une bataille, mais c'est normal, il y a une bataille scientifique avec des collègues américains parce que eux pensaient qu'il était proche, ce virus, du virus leucémogène, producteur de leucémie, qu'ils avaient mis en évidence. Et donc, il y a eu une polémique à peu près deux ans qui a été assez dure. C'est-à-dire qu'on était absolument les seuls, c'est-à-dire une dizaine de personnes qui se réunissaient tous les samedis dans mon laboratoire, dans mon bureau. Et à part ces 10 personnes, personne n'y croyait. Alors, c'est ça le principe de la nouveauté. Ça dérange, la nouveauté. Mais il faut tenir compte des faits. Les faits étaient contre le fait que c'était un virus déjà connu, que c'était un virus nouveau pour l'homme. Alors d'où venait-il? On ne savait pas très bien, mais on a vu après qu'il infectait des singes, des primates, et donc peut-être il était déjà en Afrique déjà depuis un certain temps, et donc l'épidémie s'est créée, on peut dire, un peu par le fait que nous étions dans un monde moderne et que, disons, il y avait le problème des transfusions, il y avait le problème des homosexuels, mais il y avait le problème des drogués également. Enfin, un certain nombre de la population humaine était à risque de s'infecter. Et c'est vrai que le sida a fait beaucoup de morts au départ parce que personne ne pouvait trouver un traitement, ni un vaccin, ni un traitement. Et le traitement est venu quelques années plus tard, dans les années 90, au milieu des années 90, par un médecin qui a eu l'idée de combiner plusieurs médicaments ensemble. Ces médicaments, on les connaissait, ils avaient été mis au point, ils étaient des inhibiteurs spécifiques, notamment de l'enzyme de transcription inverse du virus, mais malheureusement, tout seul, le virus changeait tout le temps et faisait des mutants qui résistaient à un médicament. Et l'astuce à laquelle j'ai participé, mais enfin je répète, c'est surtout une initiative de médecins, a été de mélanger, de combiner plusieurs médicaments ensemble. C'est donc une leçon aussi qu'on peut avoir, c'est que la trithérapie, la trithérapie peut s'appliquer aussi au coronavirus si on trouve des inhibiteurs spécifiques. Alors justement, si vous le permettez, alors je sais que depuis votre remise du prix Nobel, votre collègue a été lauréate aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même important. Depuis, vous avez quand même fait énormément de recherches sur beaucoup de thématiques, et c'est vrai que ce soir, si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on aille, et on reviendra sur d'autres thématiques aussi, mais sur le corona. Est-ce qu'il y a, à votre sens, des analogies? Il y aurait des analogies entre le virus actuel du corona, le Covid-19, Covid-19 tel qu'on le nomme, et un quelconque virus du sida. Alors, ce sont des virus qui appartiennent à des familles différentes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de reverse transcriptase dans le cas du coronavirus. Il y a une réplicase, c'est-à-dire une enzyme aussi qui réplique l'acide nucléique du virus, mais qui réplique l'ARN, pas l'ADN. Et donc, il y a des inhibiteurs qui peuvent être effectivement mis au point. Et la leçon qu'on peut tirer, c'est que effectivement, il faut peut-être combiner plusieurs traitements. Il faut donc connaître un peu plus de la maladie elle-même. Donc, il faut voir que donc, je suis à la frontière, on peut dire, entre médecine et biologie.
Alors, j'ai effectivement fait par mes études à la fois de la médecine et de la biologie, mais ma qualification de médecin, même si je ne l'exerce pas sur des patients, m'a beaucoup aidé à comprendre cette maladie, la maladie actuelle. Et excusez-moi, vous posez la question donc. Est-ce qu'il y a des analogies entre les Il y a des analogies. Il n'y a pas d'analogie physique, on peut dire, mais il y a quand même, disons, une possibilité que l'on puisse. Alors, on est dans un monde où la biologie peut permettre de tout faire, n'est-ce pas, de mélanger les acides nucléiques, les gènes, etc. Donc, on peut voir des constructions qui sont une sorte de chimère entre le virus du sida et les coronavirus. Alors, ça n'a pas été fait pour vraiment faire des chimères, mais ça a été fait peut-être pour faire un vaccin. On peut utiliser peut-être le coronavirus comme un vecteur qui aurait exprimé des protéines du virus du sida à sa surface, un vecteur qui pourrait être un vaccin. Alors, pardonnez-moi, mais ça c'est quand même le nœud du problème, le fondement même aussi de votre présence et de vos propos. Est-ce que vous pouvez expliquer justement cette erreur? Alors, je vous dis ce qu'on a trouvé, on n'est pas les seuls d'ailleurs, on a trouvé que des petits morceaux d'acide nucléique du virus du sida étaient présents dans la grande chaîne d'acide nucléique du coronavirus. Vous voyez, le coronavirus est un peu plus grand, si vous voulez, que le virus du sida, et son acide nucléique est 3 fois plus long que le virus du sida. Donc, le pourcentage d'acide nucléique venant du virus du sida est faible. Il est de l'ordre de 1 ou 2%, et surtout, il est fait de petits morceaux. Alors, la discussion, la polémique actuelle est de dire, est-ce que ces petits morceaux servent à quelque chose? Est-ce qu'ils ont été mis par quelqu'un? Et est-ce qu'ils modifient le coronavirus? Est-ce qui explique sa pathogénicité? Parce que ces coronavirus, on les connaît depuis un certain temps, n'est-ce pas? Et à la fois en Chine, où ils sont nés, enfin, où la maladie a été observée pour la première fois, mais aussi dans le reste du monde. Il y a aussi un virus qui a été isolé au Moyen-Orient, qu'on appelle le MERS, qui est aussi assez dangereux. Donc, on connaît déjà ces virus, mais jamais jusqu'à l'épidémie actuelle, la pandémie, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ces virus on a pris des précautions. D'abord, on a isolé les malades, et ces virus étaient peu transmissibles d'une personne à l'autre. C'est ça la grande différence avec le coronavirus actuel, c'est qu'il se transmet très très facilement d'une personne à l'autre. Et on estime qu'en moyenne, une personne peut en infecter 3 autres par simplement ses contacts, sa respiration, ses aérosols, ses postillons, etc. Alors c'est très 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 grave, et on voit donc monter en flèche dans les pays, les uns après les autres, quand quelqu'un arrive d'infecter, on voit monter en flèche le nombre de personnes. C'est une montée exponentielle. Alors, donc, je reviens un peu à votre question. Donc, ce que nous avons fait, nous, c'est trouver par simplement l'ordinateur, hein, par le numérique, le digital, on a trouvé que des petites séquences de VIH étaient donc présentes dans une toute petite région de l'ARN du coronavirus. Et c'est ça qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. On s'est dit, c'est pas possible que la nature fasse un travail comme ça, parce que pourquoi, si ces petites régions ne servaient à rien, elles auraient été par hasard un peu partout disséminées dans l'acide nucléique? Non, pas du tout. Elles sont dans une toute petite région de 1 à 2%. Et c'est une région, je vous en parlais tout à l'heure, je vais vous le dire, elle est très très particulière en ce sens qu'elle mute très très fort, elle change très très fort, et peut-être on peut espérer qu'elle va disparaître un jour. Mais donc, pour revenir à cette polémique, eh bien,
d'autres de mes collègues disent ouais, non, c'est au hasard et ces séquences ne sont pas spécifiques. Je leur rappelle quand même qu'il y a une technique qu'on utilise beaucoup en biologie moléculaire, qui est la PCR. Elle utilise ce qu'on appelle des primers, des amorces qui reconnaissent une petite région d'un acide nucléique, de l'ADN, qui est noyé dans un énorme mélange de séquences. Notre ADN est fait de gènes, n'est-ce pas? Mais les gènes sont même une toute petite partie de l'ADN, peut-être 3%, et le reste, ce sont des séquences qui ne codent pas pour des protéines, mais qui jouent un rôle très important, parce que nous ne serions pas là si elles n'existaient pas. Eh bien, ces séquences, chacune de ces séquences peut être reconnue par un petit brin, un petit morceau d'acide nucléique d'ARN ou d'ADN. Et cet ADN, ça fait à peu près une vingtaine d'éléments de base, et ce qui est très peu, mais qui est quand même très spécifique. C'est-à-dire ces petits bouts font des doubles hélices avec l'ARN du corona. Et donc, ces doubles hélices sont très spécifiques. Donc, c'est un mécanisme extraordinaire, si vous voulez, de précision, c'est-à-dire qu'une toute petite partie de cet acide nucléique va reconnaître sa partie complémentaire sur l'ARN du corona et ainsi donner un signal. Or, ceci est extrêmement spécifique, ça montre donc un petit morceau d'acide nucléique de 20 nucléotides et peut reconnaître une séquence spécifique d'ADN et donc a un rôle d'information. C'est pour ça qu'on appelle ces régions des éléments de reconnaissance exogènes, parce qu'ils sont donc on pense qu'ils viennent d'ailleurs. Ils sont pas la nature n'a pas fait un mélange de VIH et de corona. C'est pour ça qu'on pense que ça a été fait par l'homme. Alors, professeur, c'est passionnant, mais on va essayer de un petit peu mieux comprendre. Ma question est simple, est-ce que ces séquences pourraient potentiellement se retrouver aussi dans d'autres virus? Est-ce que vous l'avez retrouvé? C'est une question, mais je répète, la spécificité vient de la longueur de ces nucléotides, et quand ils sont là au-dessus de 18 à 20, c'est très spécifique et on ne les trouve pas dans les autres virus, dans notre expérience. Votre expérience. Alors, on va rassurer tout le monde tout de suite. Oui, il faut rassurer, parce que même si on a, j'espère qu'on a raison, mais même si on a, si on a raison, il ne faut pas avoir trop peur de ces mélanges pour le sida, si vous voulez. Ces petites séquences ne peuvent pas transmettre toute l'information du VIH. Elles sont faites là pour modifier un petit peu l'information du corona, mais elles ne sont pas faites pour faire un nouveau VIH. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et ce que nous cherchons maintenant, c'est en fait de voir s'il y a des séquences plus longues, peut-être moins homologues du virus du sida, mais qui peuvent aussi jouer un rôle important dans la pathogénèse de ce virus. Donc, on peut dire, nous sommes encore au début. Il faut voir que ce virus, il y a 6 mois, il n'était pas connu, il n'existait pas. Donc, j'ai bon espoir que la recherche, et j'espère en faire partie, puisse trouver des moyens d'identifier la partie la plus pathogène de ce virus. Et si elle a du VIH, eh bien, on fera en conséquence, on recherchera peut-être des inhibiteurs du VIH. Il y a des médecins qui ont déjà essayé ça, avec un certain succès. Mais enfin, je pense que les succès actuels, c'est surtout la chloroquine, l'hydroxychloroquine et les antioxydants et les anticoagulants. Voilà. On va y revenir, si vous le permettez, dans le traitement, parce que je reviens, pardonnez-moi, parce que c'est quand même très prégnant, je reviens sur l'hypothèse que vous posez, c'est que, a priori, c'est l'hypothèse, le virus aurait été manipulé, pas forcément à mauvais escient, hein, on l'a vu dans vos publications, dans vos propos, pas forcément à mauvais escient. En tout cas, vous affirmez qu'il y a la patte de l'homme dessus, et après,
le but était quoi? Vous affirmez que c'est probablement pour essayer d'élaborer un vaccin contre le virus. Oui, enfin, il y a à la fois cette recherche pour un vaccin, mais également certains chercheurs disent ces virus existent dans la nature et donc il faut se préparer à lutter contre eux, s'ils changent, s'ils mutent. Et donc, il est possible que certains chercheurs aient voulu faire un virus de chauve-souris au départ, mais pouvant pousser sur des cellules humaines, ils l'ont cherché volontairement pour voir ce qui peut se passer, dans une atmosphère, dans un milieu très confiné. Mais là, le problème, c'est la sécurité. Est-ce que même dans un laboratoire de très haut niveau, on peut empêcher qu'un virus échappe? C'est pas tellement évident, surtout que c'est un virus extrêmement transmissible. La surprise, si vous voulez, probablement des chercheurs, ils ont pas fait ça exprès, mais sont tombés sur un virus extrêmement résistant et transmissible. Alors, pardonnez-moi cette petite digression, mais là, on parle beaucoup de vaccins pour le coronavirus, enfin contre le coronavirus en l'occurrence, que ça doit être élaboré, que ça va prendre un certain temps. Les Américains parlent de quelques semaines, de quelques mois pour l'élaborer. Je reviens un tout petit peu en arrière sur votre carrière aussi. Ma question est simple, pourquoi pas à ce jour, pourquoi on n'aurait pas trouvé à ce jour de vaccin contre le sida? Alors, ça c'est un autre problème. Oui, mais... Et un des problèmes fondamentaux, c'est que ce virus, il y a une sorte d'intelligence. Les virus, par définition, pour envahir un corps humain, ils ont besoin d'une certaine intelligence. Et l'intelligence, c'est de varier tout le temps, n'est-ce pas? C'est de changer tout le temps. C'est l'histoire du mobile, de la cible totalement, toujours mobile, n'est-ce pas? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la grippe, mais aussi le virus du sida varie également beaucoup. Et les anticorps, parce que le système immunitaire doit réagir, et il réagit soit par des cellules cytotoxiques, mais aussi par des anticorps. Et là, les anticorps, dans le cas du virus du sida, ne marchent pas. C'est-à-dire, une personne qu'on dit séropositive, elle a un taux d'anticorps élevé, mais elle n'est pas protégée par ces anticorps. Le virus a été assez malin pour dériver la réponse immunitaire. Et donc, je ne dis pas qu'un vaccin est impossible. Moi-même, d'ailleurs, on travaille sur avec certaines idées, notamment en essayant de neutraliser une certaine protéine du virus, pas la protéine de surface, parce que tout le monde a essayé, nous-mêmes au début, la protéine de surface du virus, celle qui se fixe aux cellules, les anticorps ne protègent pas. Voilà. Le virus a trouvé le moyen de faire des anticorps, mais d'échapper à la réaction immunitaire. Le virus n'est pas neutralisé. Alors, le corona, c'est peut-être moins difficile, mais c'est aussi, ça peut peut-être probablement poser des problèmes, parce qu'on connaît ce qu'on appelle des anticorps facilitants. C'est-à-dire que parfois, les anticorps induits par un virus vont favoriser sa fixation sur certaines cellules de notre système immunitaire. Alors, vous voyez, il y a une sorte d'intelligence qu'il faut neutraliser. C'est pas tellement facile. Alors, je crois plutôt, au départ, en tout cas, qu'on doit disposer d'inhibiteurs de la multiplication du virus. Alors, on a déjà des résultats avec ce qui a été déjà essayé en Chine puis en France très rapidement, avec la chloroquine. Mais c'est une première étape. C'est-à-dire que probablement, on va trouver d'autres inhibiteurs et pour empêcher les aspects graves de la maladie. Et on s'est aperçu que ce n'était pas tellement une pneumonie qui était induite par ce virus. Au départ, on l'appelait virus des pneumonies. Mais en fait, c'est plutôt un effet c'est un effet sur le système circulatoire. C'est-à-dire qu'on induit, par ce virus, induit des petites coagulations au niveau du poumon, et c'est là qu'ils font la gravité de la maladie. En fait, donc, des anticoagulants. C'est cet aspect circulatoire qui donne les signes. Ça peut être des signes neurologiques ou des signes digestifs ou des signes pulmonaires, même si ça commence par le poumon, c'est clair. Mais oui. Oui, alors en plus, justement, le virus
a la capacité de se fixer sur un récepteur qui n'existe pas seulement dans les cellules pulmonaires, dans les alvéoles, mais aussi dans les autres deux organes internes. Et donc, on a des effets sur le rein, sur le cœur, sur le cerveau, qui sont très, très, très graves. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la grippe, et pourtant, vous avez dit que ça mutait très, très vite. On a trouvé, enfin, après, on parlera de votre position sur les vaccins, mais on a trouvé un certain nombre de vaccins contre la grippe, même si elle est saisonnière et chaque fois, il faut refaire le vaccin. Apparemment, le corona mute très lentement. Donc, a priori, et je ne parle pas du vaccin pour le moment, de la pertinence du vaccin, de la possibilité, dès lors qu'il mute lentement, d'obtenir un vaccin plus rapidement que celui de la grippe. Je me trompe, peut-être. Alors, je vais parler de notre étude qui montre que, notamment chez des patients américains, vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a une énorme explosion d'infections, il y a un million de personnes infectées, c'est énorme. Et chez certains de ces patients, où on a isolé le virus, on s'est aperçu que le virus ne mutait pas de façon homogène, mais qu'il y avait des mutations préférentielles dans la petite région, justement, qui porte les séquences HIV1. Donc, ce qui est une indication aussi que cette région est résultat d'une manipulation humaine. Et c'est un espoir aussi parce que donc ces patients, je pense, enfin il faut vérifier bien sûr, qu'ils vivent mieux avec ce virus qu'avec le virus non mutant. Mais si c'est vrai, on va donc avoir une régression de l'épidémie assez rapidement, car ces mutants vont probablement se propager, et à ce moment-là, donc, disons, le problème sera moins grave. Donc, c'est un message assez positif que vous envoyez, quand même. Ça veut dire que notre système immunitaire, qu'est-ce qu'on en sait actuellement de notre système immunitaire face au corona? Est-ce qu'on sait s'il se développe rapidement? Est-ce que c'est après les signes? Les informations que j'ai reçues de collègues, c'est que c'est peut-être quand même c'est un virus qui a appris à échapper au système immunitaire aussi, celui-là. N'est-ce pas? Donc ça va pas être facile de faire des vaccins induisant des anticorps, par exemple. Est-ce que ça sera suffisant? Peut-être pas. Il faut donc un vaccin qui induise également ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Et là, c'est plus compliqué aussi. Alors donc, mon opinion est qu'il faut mieux, enfin, il faut faire tous les types de recherches, y compris des vaccins, mais que ça va pas être facile, ça va prendre du temps, et il vaut mieux à ce moment-là partir de ce qu'on obtient actuellement, et il y a quand même déjà beaucoup de gens qui supportent bien cette infection, qui soit spontanément, donc leur système immunitaire fonctionne. Et puis, il y a les premiers produits utilisés, la chloroquine, peut-être également des antibiotiques, parce que cette maladie crée des surinfections par des bactéries, notamment au niveau pulmonaire, donc d'où l'utilisation d'antibiotiques à large spectre, et également des anticoagulants pour éviter donc ce problème de coagulation au niveau des vaisseaux. Alors, on connaît, enfin, pour ceux qui vous connaissent, à mon sens, on connaît vos positions sur les vaccins. Vous n'êtes pas un anti-vaccin? Non, bien sûr que non. Non, ouais, mais ça, vous avez été largement vilipendé à cet égard, donc non, non. Et alors, la question que juste Hélène la pose à ce moment-là, et je vous la pose aussi, à ce moment-là, est-ce que le vaccin est nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas travailler, vous qui travaillez aussi sur l'ensemble d'autres pathologies, Lyme, qu'on va certainement évoquer après, est-ce qu'un vaccin est forcément nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas travailler, comme le fait Biosanté, à travailler son immunité pour que l'autre... Bien sûr, si vous renforcez le système immunitaire, vous pouvez être gagnant, bien sûr. Sans même savoir un vaccin, c'est une mémoire, c'est un rappel, si vous voulez, d'infection, mais si le vaccin a des effets secondaires qui dépassent ces effets bénéfiques, ça ne vaut pas la peine. Je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, on est dans une situation, il faut tout essayer, et disons que le meilleur gagne, le plus vite possible. C'est quand même le but, c'est quand même, il y a quand même 2 ou 3% des personnes
qui meurent actuellement, c'est beaucoup trop. Et il faut absolument éviter ça le plus vite possible. On sait déjà maintenant, connaissant un peu mieux ce qu'on appelle la physiopathologie de la maladie, on peut un peu mieux cibler, si vous voulez, les traitements actuels. C'est déjà un grand pas. Si on sauve des vies, si on les empêche d'être intubés par des appareils de respiration artificielle, ça c'est un très grand progrès. Alors, j'ai deux questions. On continue sur le coronavirus, si vous le permettez. On va encore une fois traiter de votre avis, de vos jugements sur les traitements, même si vous l'avez évoqué rapidement. Mais pourquoi certaines personnes vont avoir des signes et des manifestations plus fortes que d'autres? On parle de comorbidité, de pathologie à comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs aggravants. On a nommé le diabète, on a nommé l'obésité, et à cet égard, justement, sur l'obésité, il y a une piste bactérienne que vous avez évoquée aussi, de cette bactérie, le Prevotella, pour ne pas la nommer, qui serait incriminée dans l'aggravation des manifestations. Quel est votre avis dans l'ensemble sur les facteurs de comorbidité? C'est possible, bien sûr. Mais je répète, quand même, la cause principale, c'est le coronavirus, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que s'il travaille sur un terrain qui est déjà miné, ça va bien mal se passer. Donc les personnes qui ont déjà des affections, pas des infections, mais des affections comme le diabète, etc., l'obésité, elles sont davantage à risque. C'est clair. Mais je pense que quand même les premiers traitements, dès que la personne est infectée, ça c'est quand même donc important qu'il y ait un diagnostic précoce. Ces traitements existent déjà et ils sont valables pour tout le monde, y compris donc les diabétiques, etc. Donc je répète, il faut donc avoir à l'idée qu'il faut agir très vite après cette infection. Pas attendre que les signes s'aggravent liés à des maladies secondaires. Est-ce que vous pensez que le taux de mortalité aux États-Unis est lié aussi au nombre? Je crois que de mémoire, j'ai lu une étude, il y avait 47,9% d'infectés et en réanimation, pardon, pour être précis, en réanimation, qui étaient obèses. Est-ce que, à votre sens, c'est un facteur aggravant, et pourquoi? Ben, effectivement, si elles sont en réanimation, c'est qu'elles ont eu beaucoup de mal à respirer. Donc, le virus a agi très fort sur les cellules pulmonaires, n'est-ce pas? Alors, à nouveau, il faut traiter tout de suite, le plus vite possible, dès que l'infection est déclarée. Alors, moi, je vous donne un exemple. J'ai des amis américains auxquels je téléphone très souvent. Et j'ai pu diagnostiquer qu'ils avaient le corona par le changement de leur voix au téléphone. Il y a une sorte de laryngite qui précède le développement dans les poumons. Et donc, il y a une altération de la voix. Et j'ai vu également ces personnes n'ont pas été en réanimation. Elles ont reçu de l'oxygène. Et puis ensuite de la chloroquine, etc. Et cette fois est tout à fait revenue normale. Donc j'ai pu apprécier par téléphone leur guérison du fait de la disparition de cette laryngite. Donc vous confirmez quand même que les troubles dyspniques, c'est-à-dire de la respiration et donc de l'essoufflement, est une principale manifestation qu'il faut. Oui, c'est un critère très, très important. On les entend respirer, si vous voulez, on entend leur souffle au téléphone et on se rend bien compte qu'ils ont du mal à respirer. Alors, vous avez parlé de la chloroquine, vous avez parlé des antibiotiques, vous avez parlé éventuellement du zinc ou de la vitamine C. À votre sens, parce que encore une fois, il y a beaucoup de polémiques et on entend tout et n'importe quoi. Et effectivement, le professeur Raoult le dit, et je pense que vous allez le confirmer, il faut le prendre véritablement à un certain moment. Et quand on entend que quand la chloroquine a été remise sur le marché hospitalier, ça a été donné quand les personnes étaient en réanimation, c'est-à-dire quand ils n'en avaient plus besoin. Est-ce que vous confirmez que pour vous, le bon sens voudrait que ce soit quand les premiers signes sont
Absolument, absolument. C'est paraît évident et toutes les observations médicales vont dans le même sens. C'est-à-dire que la chloroquine agit au début de l'infection. Par quel moyen, on ne sait pas encore très bien, mais enfin, elle agit. C'est une observation empirique. Et pas seulement. Quoi. Il faut effectivement, vous avez mentionné tout à l'heure les antioxydants. Je voudrais y revenir parce que j'ai, disons, un peu, nous avons subi des infections, des épidémies localisées, mais très sérieuses quand même, avec le virus de la grippe. Et à l'époque, on ne pensait qu'au vaccin ou bien au Tamiflu. Le Tamiflu ne marchait pas, les vaccins ne marchaient pas. Et moi ce que j'ai considéré, c'est traiter les symptômes par des antioxydants. Parce qu'il y a un stress qu'on appelle un stress oxydatif dans toute infection. Et il y en a une avec le corona, bien sûr. Mais pour la grippe, donc, il suffisait pour maintenir en vie, notamment les enfants, parce que c'était surtout des enfants qui étaient infectés, par des antioxydants connus comme la vitamine C, mais aussi moins connus comme le glutathion. Le glutathion est un complexe de 3 acides aminés. C'est une toute petite molécule, mais vous voyez, 3 acides aminés, ça a quand même des effets très importants. C'est un antioxydant physiologique, on peut dire, fabriqué par le foie, mais il faut, notamment chez les enfants, en donner en plus pour que le système immunitaire puisse fonctionner. Donc c'est très important d'avoir du glutathion aussi dans le cas du coronavirus. On a parlé aussi du zinc. Le zinc également, bien sûr. Oui. Et que pensez-vous puisque la chloroquine est un traitement contre le paludisme, beaucoup prônent l'artémisia. Oui. Vous pensiez que c'est une bonne piste? Je crois. L'artémisia, Anna, est une bonne molécule. Enfin, c'est même plus que molécule, parce que c'est un extrait de plante, on peut bien voir. Et l'extrait de plante est plus actif que la molécule purifiée. Il faut aussi se rappeler ça. Et donc là, on touche un autre problème, si vous voulez, de la médecine, c'est que on est trop dans l'Occident, on est trop versé sur la médecine chimique, n'est-ce pas, sur les produits chimiques, alors que la nature nous offre ses propres produits chimiques naturels et qui parfois sont plus actifs que nos produits purifiés. Donc il faut ne pas oublier cette leçon, qu'on peut aussi utiliser les extraits d'artémisia pour stimuler le système immunitaire et peut-être agir même plus spécifiquement sur l'agent du paludisme. C'est surtout le paludisme qu'on traite avec l'artémisia jusqu'à maintenant. Et il ne faut pas oublier que les extraits de plantes sont plus actifs que les produits artificiels. Oui. Non, je vous en prie. Non, alors je reviens justement au fait que probablement la nature va expulser les petits ajouts qu'on a fait, que la main de l'homme a fait, et à ce moment-là, l'épidémie va régresser parce que le virus aurait perdu sa transmissibilité. Je reviens juste sur le glutathion, puisque c'est efficace. Est-ce qu'on a une efficacité aussi avec un produit qui s'appelle la N-acétylcystéine? Est-ce que c'est aussi... C'est considéré comme un précurseur du glutathion, mais il ne remplace pas le glutathion. Donc je pense qu'il vaut mieux utiliser le glutathion dont on sait maintenant qu'il peut être absorbé par la voie orale, n'est-ce pas, ou par la voie perlinguale, et donc sans injection, sans nécessité de piqûre. Vous avez dit que vous aviez détecté facilement la présence du corona chez vos amis américains. Dès lors, à votre sens, est-ce qu'il est nécessaire de faire forcément une PCR, donc cet examen, ce test, pour connaître, et en plus on en connaît la fragilité des résultats, est-ce qu'il est nécessaire de faire ce PCR? Donc je rappelle que c'est un écouvillon qu'on met dans le nez pour aller récolter certains fragments de virus pour pouvoir connaître votre niveau d'infection. Est-ce que c'est nécessaire de faire un PCR ou c'est seuls les signes cliniques? Non, je crois qu'il y a aussi maintenant la détection d'anticorps, n'est-ce pas, par des méthodes classiques et
et rapide, surtout très rapide. La PCR peut quand même aussi donner, si vous voulez, en deuxième événement de diagnostic, deuxième moyen de diagnostic, parce qu'elle va plus donner justement des informations sur la séquence de l'ADN, est-ce qu'il y a déjà des mutations et des choses comme ça. Alors, je pense que les deux techniques sont complémentaires et il faut donc également multiplier les laboratoires spécialisés pour la PCR qui n'est pas très difficile, mais qui prend du temps et ça prend plusieurs heures. Voilà. C'est ça, en plus, c'est un examen commun que, de mémoire, sauf erreur de ma part, certains vétérinaires font très souvent parce qu'ils analysent toujours. Oui, c'est une technique très très sensible et très spécifique. C'est ça l'intérêt. Si vous voulez, on peut discriminer facilement un virus mutant ou même une infection par un autre virus qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît. Par exemple, un virus comme la grippe peut donner les mêmes symptômes que le virus du corona. Donc, il vaut mieux essayer de savoir si on a du corona. Est-ce que, à votre sens, la politique, enfin la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, au sens propre du terme, sera nécessaire dira qu'il faudra nécessairement mettre en place des tests à grande échelle pour éviter une seconde vague? Oui, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être l'épidémie va s'éteindre, mais c'est vrai que c'est une hypothèse. On n'est pas sûr et elle peut revenir si les précautions ne sont plus prises pour éviter la transmission. Donc je crois qu'il faut être très vigilant. Il faut des instituts, des laboratoires qui suivent l'épidémie et donnent le signal d'alerte si nécessaire. Alors, la question qui se pose aussi, juste avant de passer à la sérologie, la question qui se pose, c'est on a été symptomatique, on est resté 2 semaines ou 3 semaines au lit complètement laminé par ce virus assez fort. On en sort, on va de mieux en mieux, on n'a pas été en réanimation, on se sent bien. Est-ce qu'on est susceptible de rechoper le virus au déconfinement ou à un certain moment dans notre vie? Alors, je crois qu'effectivement, il y a des cas de réinfection. On n'est pas totalement immunisé au bout de quelques semaines, probablement. Alors, l'immunisation, la transition est toute faite. Est-ce qu'à votre sens, la sérologie qui est possible actuellement, qui semble ne pas être parfaitement fiable actuellement, mais d'autres tests nouveaux vont arriver apparemment, est-ce que la sérologie sera nécessaire pour retrouver, a priori, une vie normale? Ben, c'est un test facile si on pense que les anticorps protègent, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils protègent de façon totale ou simplement partielle? Et quelle est leur durée? Donc, il y a beaucoup encore d'inconnus. Je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question pour l'instant. Donc, dans l'ignorance, il vaut mieux appliquer le principe de précaution et maintenir un traitement peut-être plus long. Est-ce que vous pensez que tout un chacun qui commence à avoir les signes devrait et doit bénéficier de la chloroquine et de l'antibiotique, éventuellement du zinc et de la glutation, et par là même, pensez-vous qu'il serait absolument indispensable que les généralistes soient dotés de la permission de le prescrire? Absolument. Je crois que c'est effectivement qu'on ne doit pas laisser seulement aux hôpitaux le soin de traiter des patients, parce que je répète, si on traite au début, les patients ne sont pas à l'hôpital. Et donc, les médecins généralistes devraient avoir le droit de prescrire absolument la chloroquine et l'azithromycine au départ, dès qu'on leur signale une infection. Alors, je vais être un petit peu polémique, mais vous êtes bien placé pour savoir pourquoi le gouvernement, on va le citer, n'a pas autorisé les généralistes à l'utiliser, or qu'on sait pertinemment que la chloroquine et la divaquine est utilisée depuis plus de 70 ans sans aucun danger. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je ne comprends pas très bien cette décision. Je dois vous dire. Vous n'avez pas l'explication. Je n'ai pas d'explication. Alors, faute de chloroquine, parce qu'effectivement, dans les pharmacies, on n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens
à nos abonnés et aux personnes qui sont... Alors, vous pouvez prendre de l'azithromycine, vous pouvez prendre du glutathion, vous pouvez prendre de l'artémisia. Mhm. Donc, vous n'êtes pas sans... Alors, est-ce que la Rien. vitamine D, est-ce que la vitamine C, à votre sens, est à forte dose, enfin, forte dose, on ne va pas exagérer non plus, mais je crois que la dose qui est conseillée à cet endroit-là, c'est 5 grammes par jour. Est-ce que la vitamine C, le zinc, la vitamine D, qu'on conseille beaucoup, restent quand même des Tout à bonnes... fait, tout à fait. Est-ce que donc les antioxydants, ça se trouve facilement, le glutathion se trouve facilement? Le glutathion, oui, oui, il y a des petites firmes qui fabriquent du glutathion. Il faut le combiner justement avec la vitamine C pour qu'il soit réduit. Il fonctionne, son activité physiologique, c'est quand il est réduit, pas oxydé. Et le glutathion oxydé, au contraire, est un toxique. Donc, s'il est mélangé avec l'acide ascorbique, et ceci on peut le trouver très facilement en pharmacie. Alors effectivement, là, j'avais lu effectivement que l'artémisia était interdite en France. Est-ce on peut quand même se la procurer? Pardon? L'artémisia est interdite. L'artémisia. Alors, l'artémisia en tant qu'extrait de plante est interdit en France. Là aussi, on ne s'explique pas très bien cette raison parce qu'en Afrique, les Africains ont testé, ont bien montré que l'extrait de plante, la tisane même d'artémisia, est très efficace. Et j'ai entendu dire que un jeune médecin congolais et son épouse ont été tués parce qu'il faisait justement des cultures d'artémisia pour des patients atteints du paludisme. C'est un scandale. Est-ce que, je reviens sur la vitamine C, est-ce que vous pensez que en milieu hospitalier sous surveillance, hein, parce que c'est pas n'importe quoi, est-ce que vous pensez que les injections de vitamine C, ça avait été évoqué pour certains types de cancers, ça avait été évoqué sur pas mal de pathologies, est-ce que vous pensez qu'en injection sous surveillance médicale, effectivement, c'est pas n'importe, il ne faut pas faire ça n'importe quoi, serait une solution efficace, parce que c'est aussi un antioxydant très, très puissant? Oui, mais enfin, à des doses très fortes, on ne sait pas très bien comment ça agit et je n'ai pas disons d'opinion très tranchée là-dessus. C'est un peu d'empirisme là aussi. Mais enfin, je crois qu'il faut rappeler que les médecins ont le droit de prescrire, n'est-ce pas? C'est très important. Ce ne sont pas des distributeurs d'épicerie. C'est pas la médecine, ce n'est pas une épicerie. C'est une invention et surtout appliquée à l'homme, à l'humain. Et donc, il est très important qu'il y ait un dialogue avec le patient par des médecins qui ont le droit de prescrire. Ils ont le droit de faire des mélanges de médicaments, bien sûr dans certaines limites. On va pas, si la mélange est toxique, on ne faut pas l'utiliser, bien entendu, mais qu'on laisse une liberté d'expérimentation aux médecins. Voilà, ça c'est très important. Et si on peut revenir un petit peu à la médecine du 19e siècle de ce point de vue-là, on aura fait un progrès grâce à cette épidémie. Vous avez évoqué tout à l'heure l'atteinte vasculaire, hein, que prodiguait le coronavirus, et vous avez évoqué les anticoagulants. Pourquoi des anticoagulants, or que d'un autre côté, et c'est une question parfaitement naïve de ma part, d'un autre côté, on interdit et on déconseille fortement l'aspirine qui est connue comme étant un anti-inflammatoire, certes, mais aussi un anticoagulant. Bien, on raconte que quelqu'un qui s'est traité à l'aspirine a guéri du corona. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais enfin, si vous voulez, il faut penser que les anti-inflammatoires peuvent avoir des effets secondaires. Alors, l'aspirine, c'est quelque chose qui peut empêcher la coagulation et ça peut être dangereux. Mais on utilise à sa place du paracétamol, qui lui a aussi des effets secondaires parfois aussi importants, c'est l'anti-inflammatoire, et qu'on distribue partout aux enfants, etc. Et donc, il faut pas l'aspirine, il faut pas éliminer totalement l'aspirine. Je pense, parfois on ne veut pas le conseiller parce qu'il donne des problèmes dans l'estomac. C'est un acide, n'est-ce pas? Mais on trouve des formes entériques qui sont donc libère l'aspirine dans l'intestin après le passage dans l'estomac, donc on n'a plus ces effets-là. Donc il y a des formes
qui sont parfaitement bien tolérés. Oui. Moi, je suis un partisan d'aspirine. Est-ce que la composante anti-inflammatoire, justement, n'est pas celle qui risque de mettre en péril le traitement? Non, c'est surtout ces effets secondaires de l'aspirine, mais je répète, ils sont minimes si on prend de l'aspirine protégée pour son action dans l'estomac, et pourquoi pas non plus des corticoïdes, c'est pas? Il faut pas tout faire une sorte de barrage complet aux anti-inflammatoires et revenir parfois donc à l'aspirine, au cortisol, plutôt que à l'ibuprofène ou à paracétamol. Alors, Le paracétamol peut avoir des problèmes encore plus dangereux, des effets encore plus dangereux au niveau du cerveau notamment. Alors, vous parlez du paracétamol, mais il est fortement déconseillé a priori parce qu'il semblerait qu'il épuise les réserves de glutathion. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. C'est une des raisons, parce qu'au-delà de ça, donc, ça empêche de lutter efficacement contre ce stress. Vous avez raison, tout à fait. Alors, est-ce qu'on va venir un petit peu sur l'évolution, parce que le temps passe et vraiment c'est passionnant. On va revenir un petit peu sur l'évolution future de ce Covid. Est-ce que vous pensez, vous qui avez beaucoup travaillé sur les infections froides, sur les infections chroniques, est-ce que vous pensez que ce coronavirus peut se chroniciser? Est-ce qu'il peut s'engrammer dans nos sociétés? C'est possible, mais pas certain. Mais enfin, il faut être vigilant justement pour voir s'il n'y a pas des évolutions chroniques après la phase aiguë. Il faut donner du temps au temps pour ça. Selon l'adage. Est-ce que, justement, vous qui avez travaillé j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu plus maintenant vos travaux aussi sur la maladie de Lyme, parce que c'est quand même très important, et votre façon d'aborder cette pathologie, et surtout sa détection, qui fait vraiment carence en France. C'est aussi un drame que l'on vit, et toutes les personnes atteintes de cette pathologie s'en plaignent. C'est vrai qu'en Allemagne, en Belgique, je crois, et en Suisse, on peut facilement faire les tests, et en France, c'est à peine si c'est reconnu. Est-ce que vous pensez que vos travaux sur la reconnaissance vibratoire fréquentielle des germes des pathogènes pourraient être utiles aussi au coronavirus? Et alors là, j'aimerais bien que vous reveniez en amont, donner les explications de vos recherches sur cela. Et on va revenir après, puisqu'on va parler d'ondes. Pardonnez-moi cette cascade de questions sur la potentielle dangerosité des ondes 5G. Voilà. Donc, si vous voulez bien revenir sur vos travaux sur la maladie de Lyme. Oui, c'est-à-dire que la maladie de Lyme, c'est le prototype d'une infection qu'on dit froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de signes d'infection, de fièvre, etc. Et elle passe souvent, malheureusement, au niveau chronique. Et les médecins, les cliniciens sont très démunis. Nous-mêmes, nous avons essayé de voir pourquoi ces formes chroniques étaient si dangereuses, comment elles persistaient. Et simplement, il est possible que des formes qui sont dérivées des acides nucléiques de l'agent principal, qui est une bactérie qu'on appelle Borrelia. Est-ce que cet acide nucléique peut transmettre son information à des formes qui n'ont pas d'acide nucléique? Alors, vous voyez, ça pose un grand problème si ces formes existaient, parce elles résistent aux antibiotiques, elles résistent aussi aux anticorps, donc c'est très difficile de s'en débarrasser. Alors, je n'ai pas de remède miracle, mais je connais des patients qui sont quand même guéris grâce à l'extrait d'Artemisia, l'extrait de la plante Artemisia. Pour la maladie de Lyme. Pour la maladie de Lyme. Alors, je veux bien que vous reveniez sur vos recherches. Comment vous avez trouvé les différents pathogènes
liées à toutes ces pathologies froides, aux borrélioses et autres pathologies. L'idée, c'est que ces formes sont circulantes et permettent d'amplifier un peu le germe qui peut rester latent, n'est-ce pas? L'acide nucléique peut rester latent s'il ne se réplique pas. C'est une notion qui était bien connue pour les virus, mais qui également semble exister pour les bactéries. Alors, pour les bactéries, vous avez parlé de la maladie de Lyme. Il y a aussi quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'autisme, qui touche beaucoup d'enfants. Et là, il y a aussi une piste infectieuse de bactéries. Mais donc la surprise a été de constater que ces bactéries, ce groupe de bactéries associées à l'autisme, ont envahi, on peut dire, toute la population. Une personne sur deux a dans son sang des formes bactériennes venant de ce groupe de bactéries. Alors, ces formes sont, je répète, sont pas des formes un peu comme des fantômes, mais elles ont quand même l'information de l'acide nucléique de la bactérie. Et nous les trouvons maintenant, pas seulement chez les enfants autistes, mais on peut dire dans l'eau qu'on boit, les aliments que l'on mange, etc. Pourquoi? Très probablement, là, on doit faire constater que c'est lié à la modification des bactéries du sol, parce que ces bactéries viennent du sol et sont associées aux racines des plantes normalement. Mais maintenant, elles ont trouvé le moyen de pousser chez l'homme. Alors, c'est surtout l'homme immunodéprimé chez lesquels on les trouve avec leurs effets pathogènes. Mais même chez une personne non immunodéprimée, on peut la trouver dans son sang. Apparemment, elles sont bien tolérées, mais pour combien de temps, on ne sait pas, n'est-ce pas? Donc, on a une deuxième menace, une deuxième épée de Damoclès, si vous voulez, après le corona. Ce sont ces bactéries, et qui elles-mêmes, d'ailleurs, peuvent déjà, je répète, chez des patients immunodéprimés, avoir des effets pathogènes. Alors, voyez, le combat continue tout le temps. Alors, pour répondre à votre question pratiquement, je crois que là, on a des arguments qui sont pas publiés, donc j'en parlerai pas trop, mais enfin, des arguments pour penser que ces formes sont à partir de structure de l'eau. Alors, on revient à une idée qui est tout à fait longtemps discutée, mais je pense que c'est vrai. On a des formes, des structures de l'eau qui gardent la mémoire de l'acide nucléique. Mais là, vous allez vous faire décapiter en place publique. Si vous remettez sur le tapis. Je constate, c'est la vérité, si vous voulez. S'il y a d'autres interprétations, je suis prêt à les étudier. Mais il y a des cas où c'est très. Bien sûr, ce sont surtout avec les physiciens qu'on peut travailler là-dessus. Donc, je travaille avec des physiciens quantiques qui me mettent beaucoup dans l'évolution de mes concepts. Alors, c'est voilà. Ça, en fait, vos recherches sur la mise en évidence de certains pathogènes vous a amené à constater que certaines structures émettaient des fréquences vibratoires et qu'elles avaient une certaine forme d'identité, ces fréquences vibratoires, c'est cela? Oui, enfin, l'idée, c'est que peut-être on peut utiliser les ondes aussi pour traiter. Enfin, c'est une idée qui est déjà partagée par un certain nombre de médecins, hein, mais minoritaire pour l'instant. Mais c'est vrai que ça ouvre la porte à une nouvelle médecine qui serait de traiter par des fréquences particulières des infections. Et avec le corona, donc on peut dire un moyen de tester cela rapidement. On connaît très bien la séquence de l'acide nucléique, on connaît la région où dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a des traces de VIH, etc., dans le génome. Est-ce qu'on peut les effacer? Est-ce qu'on peut, par des traitements vibratoires? C'est une question que j'aimerais bien résoudre, oui. Bien sûr. Vous parlez d'ondes. Alors, c'est une espèce de mot qui peut faire peur, mais pour tout un chacun, c'est vrai que s'exposer au soleil
ce sont des ondes qui vont nous permettre de synthétiser la vitamine D. Donc, il n'y a rien de choquant à avoir des ondes salutaires. Mais alors, on en vient aux ondes toxiques, à moins que vous ayez un commentaire particulier à rajouter, avec plaisir, pardon. Toutes les radiations peuvent être toxiques, y compris la lumière. Hein. Donc, c'est une question de dose, c'est une question de fréquence, là aussi, puisque les ultraviolets sont nocifs. Donc, on peut pas écarter non plus que d'autres ondes puissent être bénéfiques, comme la lumière à faible dose. L'intérêt des ondes électromagnétiques, c'est qu'elles pénètrent. Elle passe, elle traverse la peau, etc. Donc, on peut avoir des effets en profondeur qui peuvent être intéressants. Mais tout ceci, il faut l'expérimenter et ne pas oublier qu'aussi ces ondes peuvent être nocives, n'est-ce pas? Enfin, et c'est notre inquiétude également, c'est que nous avons transformé, quand je dis nous, c'est l'humanité, transformé on peut dire grâce aux ondes, la communication, et la séance d'aujourd'hui est un exemple, ça marche très, très bien, mais à quel prix? C'est-à-dire que nous sommes exposés continuellement à ces ondes. Est-ce qu'il y a des effets à long terme, des cancers, des choses comme ça? Il faut être extrêmement prudent et notre inquiétude vient effectivement de l'augmentation de ces ondes à haute fréquence par la 5G. Donc, question ouverte, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va faire des progrès grâce à la 5G? Peut-être de communication, mais est-ce qu'on va rendre malade beaucoup plus de personnes? Point d'interrogation. Mais vous pensez que c'est... vous avez un avis. Vous avez un avis. Je crois qu'il faut pas rejeter un progrès qui se dessine parce que c'est un progrès, mais il faut pas oublier que... Bon, on disait autrefois, n'est-ce pas, le savant français Arago disait, il était contre les chemins de fer parce que les chemins de fer allaient traverser des tunnels et tous les voyageurs allaient être asphyxiés dans le tunnel. Ça s'est pas passé comme ça, heureusement. Et puis maintenant, on a l'électricité, etc. Donc, il faut pas être contre un progrès parce que c'est un progrès. Mais je répète, il faut quand même être prudent parce que nous avons complètement transformé notre environnement électromagnétique. On a aussi la pollution, on a le réchauffement climatique. Tout ceci s'ajoute. On a les bactéries là qui viennent du sol et qui poussent maintenant chez les patients. Donc, on a un nouveau monde. Et donc, mon interrogation, c'est quand même de dire, on peut pas. Il faut rester dans une planète où on peut vivre. Sinon, notre civilisation disparaîtra. Donc, il faut éviter des excès liés à l'économie, puisque on veut installer des formes plus pénétrantes d'électromagnétiques simplement pour des raisons économiques. Voilà. Ma question est, est-ce qu'il faut garder la tête un peu rationnelle, si vous voulez, et ne pas faire des folies comme je les vois actuellement. Oui, le problème, c'est que le progrès est inéluctable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas stopper le progrès, mais peut-être qu'on peut, nous, par notre hygiène de vie, par notre alimentation, par notre comportement, favoriser un terrain d'adaptation et d'élimination. Je pense que c'est... Tout à fait. Je crois qu'on doit faire ouvrir la porte à différentes médecines. On ne peut pas croire que la médecine occidentale va résoudre tous les problèmes. Elle le fait pas, ni pour le cancer, ni pour les maladies neurodégénératives. Donc, il faut ouvrir, si vous voulez, la voie à d'autres médecines empiriques qui existaient avant nous, médecine indienne, médecine chinoise, etc. Et peut-être un jour, donc, faire de nouvelles médecines avec les ondes électromagnétiques. C'est un espoir, peut-être aussi. Pardonnez-moi, je reviens un tout petit peu sur la 5G parce que, là, pour clore ce sujet, il a été évoqué que, effectivement, Wuhan, le laboratoire, enfin la ville de fuite du virus, si tant est que cette hypothèse soit avérée, est aussi le siège de du premier déploiement de la 5G, au même titre que le nord de l'Italie. Est-ce un hasard? Est-ce que ça n'a rien à voir? Pourquoi ailleurs alors? Pourquoi c'est disséminé ailleurs? Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Oui, je crois qu'il y a addition des facteurs, si vous voulez. Donc, la 5G peut être un des facteurs d'agressivité, d'augmentation de la virulence du coronavirus à Wuhan. Mais il semble que maintenant, grâce aux mesures aux précautions prises, c'est terminé pour eux maintenant. Plus d'épidémie. Donc, l'épidémie a aussi son évolution propre, si vous voulez. Et peut-être justement du fait que la virulence était liée à ces introductions de séquences étrangères, eh bien, elles vont disparaître et la nature va reprendre ses droits, c'est-à-dire on aura un coronavirus de type 2 qui sera pas plus pathogène que le premier. C'est mon espoir, mais ce n'est pas certain. Et c'est vrai qu'il faut penser aux facteurs aggravants comme la 5G sur place. C'est évidemment une question qu'on peut poser. Hein. Il faut voir qu'actuellement, on utilise des vaccins qui contiennent presque tous un adjuvant qui est de l'aluminium, qui est un sel d'aluminium. Or, on sait maintenant, grâce aux travaux notamment d'un chercheur français, M. Gherardi, qu'il y a accumulation de l'aluminium, d'une partie d'aluminium dans le cerveau. Et cette accumulation, comme l'a montré un chercheur anglais, Chris Exley, cette accumulation peut donner des maladies neurodégénératives, peut contribuer à l'apparition de maladies neurodégénératives, comme le Parkinson et l'Alzheimer. Voilà, donc il faut pas penser qu'il faut tout accepter au nom du progrès. Parfois, il faut arrêter. Et donc avoir une position rationnelle et de responsabilité. Et je dirais que cette épidémie, j'espère, va nous donner des leçons à ce niveau qu'on suivra, que la majorité de la population acceptera de suivre. J'ai bien peur que l'humanité soit amnésique sur certains aspects, surtout quand les profits s'en mêlent. Alors, je reviens, ça c'est mon point de vue, mais je reviens sur les ondes, professeur. Est-ce à dire que il y a des travaux de Dr Agrapar, par exemple, en chromatothérapie. Donc, c'est vraiment un champ fréquentiel très très précis avec une longueur d'onde très précise qui a un effet thérapeutique sur beaucoup de choses. Est-ce que la musique, par exemple, pourrait être aussi, puisque c'est une longueur d'onde, est-ce que la musicothérapie, qui est souvent galvaudée, mal interprétée, mais vraiment la longueur d'onde spécifique pourrait être aussi thérapeutique? Est-ce que d'autres champs fréquentiels pourraient être thérapeutiques et être des pistes? Même empiriques, mais c'est pas grave. Tout à fait. Même les plantes aiment la musique. Elles poussent mieux en présence de certaines symphonies. Vous voyez. Donc, effectivement, on est dans un univers pas seulement de matière, mais d'ondes et d'énergie, donc, et il faut ne pas l'oublier. Voilà. Je crois que c'est ma philosophie, si on peut dire. Donc, ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que après l'onde, après la particule elle-même, après le substrat physique, on va dire, de la chose, il reste une mémoire, il reste une fréquence qui pourrait garder en mémoire. Donc, c'est d'où vos travaux avec la physique quantique. Je reviens dessus parce que c'est important. C'est pas parce que vous avez été critiqué, hein, à tort ou à raison, je ne sais pas, je suis pas juge, mais c'est pas parce que vous avez été critiqué sous cet aspect, parce que vous avez remis en lumière les travaux de Jacques Benveniste, et j'ai cru comprendre que vous aviez un proche qui a été aussi, un proche laborantin qui a été un de ses proches aussi. C'est pas parce que vous avez été critiqué là-dessus qu'il ne faut pas en parler. Moi, j'estime que votre présence ici a tout lieu pour ce débat. Oui, vous avez raison. Je crois que c'est une voie qu'il faut pas, qui est très intéressante et qui va faire son chemin, bon, malgré toutes les réticences, n'est-ce pas, c'est l'homéopathie qui est en question également, n'est-ce pas? L'homéopathie garde une mémoire à partir de petits granules de lactose. Comment ça se produit, ça? On commence. Il faut, pour pouvoir étudier tout ceci, il faut quand même une certaine croyance, n'est-ce pas, au départ, qu'on n'explore pas quelque chose qui va totalement échouer. Mais si on a une volonté, justement, de faire des expériences à ce niveau, ça peut marcher. Il est possible que l'eau, qui est notre élément principal,
70% au moins dans notre corps, que l'eau garde aussi une mémoire. C'est une question qu'on doit essayer d'approcher. Si a priori on dit c'est de la foutaise, c'est pas la peine, on n'avancera jamais. Donc pour avancer là-dedans, il faut avoir un laboratoire, faire des expériences et de l'argent. Voilà. Est-ce que vous avez actuellement un laboratoire et quel serait votre vœu en l'occurrence? Mon vœu, ce serait toujours de créer un institut spécialisé dans ce domaine, si vous voulez, et donc indépendant des problèmes économiques, c'est-à-dire indépendant des forces économiques qui sont négatives de ce point de vue-là, si vous voulez, qui ne veulent pas ce genre de progrès, parce qu'elles perdraient leur pouvoir économique. Et là, bon, j'aborde un autre problème, c'est le problème de l'industrie pharmaceutique, qui a fait des choses très importantes, des miracles. Il y a beaucoup de gens sauvés grâce à la chimie exploitée par l'industrie pharmaceutique. D'accord. Mais maintenant, l'industrie pharmaceutique arrive à une sorte d'épuisement, si vous voulez, de l'inventivité chimique, et refuse toute autre voie. C'est une erreur, à mon avis, une erreur une projection, d'erreur de projection dans le futur qui est négative. Or, il faudrait que l'industrie pharmaceutique donc se reconvertisse au moins en partiel, n'abandonne pas forcément le chimique, mais se reconvertisse partiellement à la médecine des plantes, notamment à la médecine naturelle, et aussi au fait que on peut éviter beaucoup de maladies par la responsabilité, par le changement de comportement des personnes. C'est plus long, c'est un problème politique, mais il faut aussi y penser. Ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi le comportement des gens, n'est-ce pas? Donc voilà, on est dans une société qui a fait d'énormes progrès, mais on risque il n'y a pas loin d'Aventin à la Roche-Tarpéienne, disait-on, au niveau des latins. C'est vrai on n'est pas loin de faire des erreurs qui sont décisives pour l'avenir de l'humanité. Et l'histoire du corona ne devrait pas se répéter. Je répète, si c'est une manipulation humaine, il faut absolument l'arrêter et empêcher qu'elle se reproduise. Est-ce que, je ne sais pas combien de laboratoires P4, alors les laboratoires P4 sont les laboratoires de haute sécurité théoriquement qui ne devraient pas laisser fuir les virus. Alors c'est très polémique ce que je dis, mais si votre théorie s'avère encore une fois, il y a une fuite, est-ce qu'il y aura une vigilance particulière sur ces laboratoires P4, c'est-à-dire de haute sécurité théoriquement? Oui, il y a un certain nombre de laboratoires P4 un peu partout dans les pays développés, mais je pense qu'il faudrait les réserver à des cas très particuliers, c'est-à-dire, par exemple, l'Ebola, n'est-ce pas? L'Ebola, c'est un virus très mortel. Il suffit de toucher un cadavre atteint d'Ebola pour attraper le virus. Et donc, pour travailler là-dessus, il faut des laboratoires de niveau P4. Mais à part cela, je pense que, par exemple, pour les coronas, ça ne devrait pas être nécessaire de travailler en P4. On peut travailler en P2 ou P3, à condition de bien travailler. De pas, effectivement, il est plus facile, si vous voulez, finalement, d'éviter des fuites dans un laboratoire de moyenne sécurité que dans un laboratoire de très haute sécurité. Vous êtes dans un scaphandre, etc. Vous pouvez pas plus travailler de 2 heures par jour. C'est comme si vous étiez dans l'espace, vous étiez un spationaute. Donc, les laboratoires P4 devraient peut-être encore exister, mais être réduits en activité et focalisés comme sur des infections très dangereuses comme l'Ebola. Mais pas pour les coronas et pas pour le sida. Est-ce que vous me permettez encore quelques questions? Parce que c'est vrai que vous avez été très prolixe et passionnant. Sur la vaccination,
je reviens un petit peu sur la vaccination, si vous le permettez. Encore une fois, je répète que vous n'êtes pas contre les vaccinations, vous êtes contre les effets toxiques de certains adjuvants et déjà aussi, d'après vos propos, et dites-moi si je me trompe, de la liberté thérapeutique, c'est-à-dire qu'on impose aux citoyens des vaccinations en grand nombre sans aucune étude, non pas sur la toxicité d'un vaccin, mais de la toxicité de tous les vaccins cumulés et en petit âge. Et je sais que vous avez été très actif sur un sujet que je connais un tout petit peu, heureusement pas d'expérience, mais que je connais bien, c'est la mort subite inexpliquée du nourrisson. Est-ce que les métaux lourds sont incriminés? Alors, je rappelle, redonnez-moi votre position encore sur la vaccination. Et est-ce que les métaux lourds sont incriminés et incriminables? Et ces métaux lourds, ou les métaux toxiques, parce que l'aluminium n'est pas un métal lourd, est-ce que ça nécessitera quand même de faire un soin particulier pour quélater, si tant est qu'on puisse extraire ces métaux lourds de notre corps? Si tant est qu'on le puisse, hein, parce qu'il n'y a pas de preuve, a priori. Alors, d'abord, je crois que on est dans une période où on peut dire la croyance dans les vaccins est exagérée. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est basé aussi sur l'idée qui est une idée militaire, c'est-à-dire que pour se débarrasser d'un virus ou d'une bactérie, il faut vacciner en masse, n'est-ce pas? La vaccination en masse. C'est une idée vraiment très archaïque et dépassée. Pourquoi? Parce que elle s'adresse à des populations, notamment des enfants, qui ont des systèmes immunitaires parfois très déficients. En Inde, il y a eu plusieurs centaines d'enfants vaccinés avec le vaccin oral contre la polio et qui ont fait des paralysies ou qui sont morts. Donc ceci, pourquoi? Parce que leur système immunitaire n'était pas capable de se battre contre un virus vivant, de faire des anticorps et aussi des cellules cytotoxiques contre le virus vivant. Et pourquoi on a utilisé le vaccin antipolio oral? Parce que ça coûte moins cher pour les pays du tiers-monde que le vaccin avec le virus inactivé. Donc voilà un exemple qui montre que la vaccination en masse, ça n'est plus de notre temps. Or, malheureusement, les politiques sont imprégnés par des conseillers, je dirais, soit bornés, soit ignares, soit payés par l'industrie pharmaceutique, ou les trois à la fois, et ne voient pas la réalité. Je suis contre, bien sûr, la vaccination obligatoire. C'est qu'il y a un reste, justement, de cette vaccination militaire en masse qui a marché une fois contre la variole, mais qui ne marche pas pour les autres vaccins. C'est pas possible. À cause des effets secondaires et à cause de la diversité de la population. La diversité de la population, alors il faudrait, pour chaque vaccination, qu'il y ait une étude de son état immunitaire avant de le soumettre au vaccin, lui proposer, parce que pour l'instant, si c'est obligatoire, c'est une atteinte totale à la liberté de l'homme. Non, j'attendais la suite de vos propos. Est-ce que donc vous pensez que cette vaccination ne sera pas ça? Alors les vaccinations peuvent rester dans des cas particuliers. Et je répète, il n'est pas idiot de faire un vaccin contre le corona si ça marche. Oui, mais il faut être logique, il faut être aussi rationnel, il faut accepter la vérité, les faits. Et donc ne pas cacher les effets secondaires d'un vaccin qui peuvent aller jusqu'à la mort de l'enfant, n'est-ce pas? Et malheureusement, les pédiatres sont accoutumés à dire qu'un vaccin, forcément, c'est magique, c'est très bien, il faut vacciner tout le monde. Non, je répète, il faut s'adapter à l'état clinique immunitaire de l'enfant. Et donc ne pas vacciner dans certaines périodes inflammatoires, justement. On a constaté que la vaccination contre la grippe, par exemple, ou contre la méningite, pouvait favoriser l'infection par le corona. Donc, il ne faut pas vacciner en période
de rhume inflammatoire pour vacciner contre le corona, s'il existe un jour un vaccin contre le corona. Mais il y a même maintenant des effets sur les cancers, les gens qui sont en chimiothérapie, dont le système immunitaire donc est fragilisé. Ces gens ne doivent pas être vaccinés, car ils vont mourir très vite. Mais à propos de cela, on avait entendu une théorie selon laquelle il y avait une grosse campagne de vaccination contre le pneumocoque en Italie, et c'est ce qui aurait, je mets toutes les réserves du monde évidemment, précipité c'est possible. Il faut étudier. Il y a plusieurs publications, d'ailleurs, dans ce domaine, qui montrent que il y a une relation, une corrélation en tout cas, entre une vaccination contre la grippe et une évolution négative pour une autre maladie. Voilà. Donc, je vais vous permettre une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on aura la preuve, et si oui, comment on aura la preuve d'une éventuelle manipulation humaine de ce virus? Ben écoutez, je pense que la biologie moléculaire va nous donner, je pense, la réponse, et aussi l'évolution de l'épidémie. Si effectivement ce que nous observons actuellement chez quelques patients se généralise, notamment aux États-Unis, si non seulement des mutations, mais même des délétions, des parties entières du génome, de cette partie du génome qui porte les insertions, donc là, on a une preuve, je crois. Est-ce que vous pensez que nous devons nous inquiéter de la gestion de la crise par notre gouvernement? Je suis très très direct. Et est-ce que vous pensez que notre gouvernement est mal conseillé? Parce que oui, je crois en matière médicale, et c'est une comment dire, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et donc, il suffit de faire l'opposé de ce qu'il fait actuellement pour dire que ça va bien marcher. Est-ce que vous êtes en contact avec le professeur Raoult? Pas directement, mais enfin, je suis ses travaux de près et j'apprécie son courage également. Professeur, on va arrêter là. Vous avez été extraordinaire. Merci mille fois. Je sais qu'il y a plein de questions qui ont été posées. Vous étiez presque 2000 ce soir, c'est magnifique. Et encore, beaucoup assisteront au replay auquel vous aurez accès dans les jours qui viennent et vous sera envoyé par mail par Biosanté. Merci mille fois pour votre générosité, pour votre présence, pour vos éclaircissements, pour votre pédagogie et pour être ce que vous êtes. C'est vraiment une bénédiction. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présent. On remercie toute l'équipe technique Biosanté. Merci Xavier d'avoir organisé cette rencontre extraordinaire. Vraiment, c'était fabuleux. Pour ma part, je suis flatté et honoré de vous avoir interrogé ce soir. Et merci pour toutes vos réponses qui ont été, oh là, je ne sais même plus parler français, qui ont été très inspirantes et très éclairantes. Je vais me permettre de clore ce webinaire. Professeur, si vous avez un mot d'espoir à nous donner. Bien, l'espoir, c'est qu'on se débarrasse le plus vite possible de cette horrible pandémie qui paralyse l'activité économique, qui nous paralyse. Et bon, donc ça sera la première étape d'un renouveau, j'espère, pour la médecine et la science, et qu'on va aller vers de nouvelles voies pour le bienfait, pour le bonheur de l'humanité. Merci infiniment, d'autant que vous nous avez donné plein de messages positifs, avec des traitements positifs, avec des pistes positives, et surtout un terme que vous avez prononcé, c'était que, a priori, ce satané virus risque, par chance, c'est pas un risque, de s'autodétruire, et que notre une grande leçon que nous donne la nature. Exactement. Voilà. Et surtout, prenons soin de nous, prenons soin de notre terrain pour que le virus ne fasse que passer sans laisser trop de traces. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci à l'équipe technique. Merci à Xavier pour cela. Professeur, tous nos remerciements les plus sincères. Bien, bonne soirée, prenez soin de vous. Je me permets de couper. Bonne soirée. Merci.